Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on va s'inscrire dans une mission qu'on a nommée la peur, enfin tout autour de la peur. Donc on a à la régie moi qui va passer à la régie en fait. Ensuite, on a Leïla qui est avec nous, Bonjour. Valentine, Bonjour. Esteban. Il y a Jules aussi qui est là. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui, c'est Madame Serdera, Bonjour. donc prof d'histoire-géographie du lycée d'altitude. Et donc elle va présenter une chronique sur la peur. Donc c'est la peur comme objet d'histoire. Et bon, avant ça, on va quand même définir qu'est-ce que la peur. Ensuite, on va faire un petit débat sur savoir si la peur est utile ou non, et en quoi. Et puis après, on va poser quelques petites questions. Enfin, on va enchaîner, et puis on clôturera l'émission par, comme d'habitude, nos petites recommandations culturelles ou autres. Voilà. Donc je laisse mes amis chroniqueurs définir qu'est-ce qu'est la peur. Donc du coup, on va essayer de définir ce qu'est la peur, chacun avec nos petites connaissances. Je propose de commencer par Valentine, qui normalement doit avoir des choses à dire là-dessus. Bah ouais, enfin pour moi la peur ce serait plus une émotion qui nous prépare à un danger, Ouais. mais qui soit réel ou supposé. Par exemple le bac en soi, on a tous un peu peur, mais c'est pas un danger qui va ruiner notre vie. Ça peut, au pire, ça va la compliquer, mais ça va pas la ruiner non Mm. plus. Oui, je suis d'accord. Mais oui, c'est par rapport au danger où on peut des fois notre imaginaire peut reprendre le dessus et du coup imaginer des dangers, alors que finalement ils sont pas si élevés que ça. C'est comment on peut dire, c'est Surinterprété. surinterprété peut-être. J'ai peut-être pas le bon mot, mais le danger, alors qu'en réalité il est pas si élevé que ça. Je sais pas, est-ce que vous avez d'autres définitions de la peur? Je trouve que ça c'est la définition initiale. Est-ce qu'on peut, vous avez un truc plus loin? Moi j'ai la définition Google là, si tu veux. Vas-y, la définition C'est Google. émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Ok, c'est proche de ce qu'avait dit Valentine. Je viens de faire Sur, de tête. sur un danger réel ou supposé. Moi, je peux compléter en disant que c'est pas sur tous les êtres vivants. C'est pour les animaux, oui. Par exemple, je sais pas, la marmotte qui a peur de l'aigle, bah, l'émotion de la peur. Mais par exemple, je sais pas, la tulipe, bah, elle n'a pas peur, quoi. Elle a pas d'émotion de peur qui Tu arrive en lui as elle. demandé? Je vais pas demander à la tulipe, mais ça m'étonnerait. Et chez l'humain, c'est peut-être plus développé. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vu que on a nous la spécificité de l'homme, c'est d'avoir un imaginaire, enfin d'avoir une capacité d'imagination, ce que n'a pas, je crois, sans dire de bêtises, enfin ce qu'on pas tous les animaux en tout cas, et que du coup on peut s'imaginer des dangers et tout ça, alors qu'en vrai ils ne sont pas réels tout simplement. Eh bien, merci à vous d'avoir un peu essayé de définir qu'est-ce que la peur. Maintenant, on va passer à la chronique de Madame Serdera. Donc, on lui laisse la parole. Ben, merci à toute l'équipe de Crab de m'avoir invité aujourd'hui dans leur studio. Alors, je voudrais vous proposer un petit retour historiographique sur l'histoire de la peur. D'abord, qu'est-ce que l'historiographie? Étymologiquement, il s'agit de l'étude de l'écriture de l'histoire. Et donc, faire de l'historiographie, c'est raconter quelles ont été les modes en histoire. Entre les années 1960 et 1980, la mode en France, c'est d'étudier l'histoire des mentalités. Les historiens et les historiennes ne veulent plus parler des événements ponctuels ou d'histoires politiques comme les batailles par exemple. Ils s'intéressent plutôt aux pensées, aux croyances et aux sentiments qui constituent une vision du monde propre à une époque. Ils font en quelque sorte l'histoire de la psychologie collective des sociétés. Jean Delumeau est un grand représentant de l'histoire des mentalités en France. Il a notamment enseigné au Collège de France à Paris, où il a occupé la chaire d'histoire des mentalités religieuses de l'Occident pour l'époque moderne. Il se lance dans une très grande entreprise scientifique en décidant de faire de la peur un objet historique et de publier une grande fresque consacrée à elle. En 1978, il publie son premier livre à ce propos. Il s'agit de La peur en Occident, 14e-18e siècle, une cité assiégée. Suivra en 1983 Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident, 13e-18e siècle. Il a aussi voulu étudier l'histoire des remèdes à la peur, comme le sentiment de sécurité ou les espérances du ciel, dans des livres comme Rassurer et protéger, le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, paru en 1989.
Mais le succès de ses livres sur la peur est tellement important que l'image de l'historien de la peur lui colle à la peau et qu'on a tendance à oublier ses autres ouvrages. La peur en Occident, par exemple, est devenu un grand classique. C'est son livre le plus diffusé, il a été traduit en 13 langues. Le péché et la peur, qui est son livre le plus volumineux, s'est écoulé à 25 000 exemplaires. Il a été traduit en anglais, italien, japonais, brésilien, polonais. De cet itinéraire de recherche, dont Jean Delumeau confesse lui-même qu'il s'agit d'un retour sur ses propres peurs, je propose de présenter rapidement quelques-unes des hypothèses et des conclusions sur toute sa première étape, donc à savoir celle de la peur en Occident, tout en simplifiant beaucoup, et j'en suis désolée, la pensée de l'auteur. Donc Jean Delumeau fait débuter son enquête au XIVe siècle. Ce n'est pas un hasard, ça correspond en fait à l'arrivée de la peste en Europe en 1348, et avec elle un important cortège de frayeurs et de craintes qui vont parcourir les sociétés occidentales. Son enquête se clôt au XVIIIe siècle, en partie parce que certains auteurs, comme Georges Lefebvre, ont étudié le phénomène de la Grande Peur, qui caractérise la Révolution française au cœur de l'été 1789. Il travaille donc sur la fin de l'époque médiévale et une grande partie de l'époque moderne. Jean Delumeau commence par expliquer qu'un grand tabou entoure la notion de peur, en dépit du fait que la peur est naturelle. À l'époque moderne, on ne parle pas de la peur car elle est honteuse, elle est associée à l'idée de lâcheté. Il rappelle ainsi que la littérature des époques médiévales et modernes a glorifié le courage et la témérité des chevaliers. Il mentionne par exemple des surnoms comme ceux de Jean sans peur ou Charles le Téméraire. Aussi, quand il décide de consacrer un ouvrage à la peur, il existe un grand vide historiographique autour d'elle, ce qui signifie qu'aucun historien ou aucune historienne n'a consacré d'études approfondies à cet objet. Jean Delumeau rappelle, et donc là je vais revenir aussi sur les définitions que vous avez proposées, que fondamentalement la peur c'est la peur de la mort et qu'il y a donc une illusion à vouloir faire disparaître la peur. Et il définit la peur de la manière suivante, donc il indique qu'il s'agit ici d'une définition au sens très strict et étroit du terme, une définition presque physiologique. Donc il dit que c'est une émotion choc, souvent précédée de surprise, provoquée par la prise de conscience d'un danger présent qui menace notre conservation. En tout cas, le pense-t-on. Donc c'est là qu'on a la question danger réel ou pas. Il indique aussi que la peur, c'est une mise en état d'alerte de l'organisme avec mise à disposition de l'individu de forces décuplées, soit pour attaquer, soit pour fuir. Jean Delumeau prend bien garde, ici, à indiquer qu'il s'agit d'une définition qui est valable à l'échelle individuelle. Et il pose la question de sa transposition à l'échelle collective. Il en conclut qu'elle est possible, au sens où on aurait une foule submergée par la panique. Et elle implique toutefois, cette transposition, des phénomènes d'aggravation, comme si la foule, parcourue par la peur, exagérait, compliquait et transformait des démesures individuelles. Pour faire bref, une foule prise de panique est encore moins rationnelle qu'un individu rempli de peur. Et sans doute est-il important de souligner que le terme de peur, utilisé collectivement, prend un sens moins rigoureux et plus large que la stricte définition physiologique qu'on a donnée tout à l'heure. La peur va alors recouvrir une gamme d'émotions qui vont de la crainte à l'appréhension, en passant par les terreurs les plus vives, sans oublier le sentiment d'angoisse. Jean Delumeau remarque que dans ce sens, il existe des peurs collectives, c'est-à-dire des objets qui suscitent dans un groupe la peur d'un grand nombre d'individus, voire la majorité de ce groupe, comme si ces peurs étaient largement partagées de manière rationnelle. C'est la raison pour laquelle, en fait, il fait l'hypothèse de civilisations plus peureuses que d'autres, à certaines époques notamment. Et donc, si Jean Delumeau se propose d'étudier la période moderne, c'est parce qu'il considère qu'à cette époque, la civilisation européenne s'est trouvée assaillie d'un grand nombre de peurs qui se sont cumulées les unes aux autres et qui ont installé un grand climat d'anxiété dans la société. Donc on peut citer tout à trac dans ce cumul de stress, la peste, les mourisques, c'est-à-dire les musulmans venus du Maghreb et d'Espagne, les conversos, ce sont les musulmans convertis dont on craint en fait que la conversion ne soit pas sincère, l'avancée du sultan ottoman en direction de l'Europe, les femmes, et parmi elles surtout les sorcières, mais aussi le grand schisme entre chrétiens d'Orient et d'Occident, et bien sûr l'arrivée du protestantisme qui divise encore l'Église chrétienne et qui la menace. Et donc, afin d'explorer les visages changeants de la peur à l'époque moderne, et aussi la réaction des élites et donc du pouvoir à la peur, Jean Delumeau il utilise les apports de la psychanalyse et la distinction entre angoisse et peur. Donc, pour rappel, l'angoisse n'a pas d'objet précis, et l'angoisse se traduit par une attente effrayée d'un danger encore plus menaçant qui n'a pas de contour bien identifié. La personne angoissée ne sait pas ce qui l'angoisse, c'est ce qui est encore plus angoissant. Les objets de peur sont au contraire bien distincts. Aussi, Jean Delumeau considère-t-il l'angoisse comme encore plus inconfortable que la peur. C'est pourquoi il pense que les institutions de l'époque moderne ont fait en sorte de transformer les angoisses collectives
en peur. Comment ? En les nommant. Et même en nommant les responsables de ces peurs, c'est-à-dire en nommant les responsables de certaines menaces. Donc en nommant ces peurs, le sentiment d'insécurité et de danger susceptible de caractériser l'époque moderne est en quelque sorte maîtrisé, car les angoisses deviennent des peurs nommées. Et c'est là que Jean Delumeau propose un double dimo d'analyse. D'abord, les peurs que tout le monde a, écrit-il, à savoir la peur de la nuit, de la mer, des revenants, la peur de la peste, la peur du juif, la peur de la pression fiscale, de la disette, de la famine, la peur des émeutes, la peur des femmes. Donc, il livre ainsi de très belles pages l'histoire de la misogynie. Et puis, il considère aussi d'un autre côté la peur des élites, et notamment la peur de l'Église. C'est à ce moment-là que la transformation d'une angoisse générale en peur, au pluriel, intervient. Jean Delumeau parle de la substitution des peurs théologiques, c'est-à-dire des peurs religieuses, à la lourde angoisse collective résultant du cumul de tous les stress que j'ai évoqués. Ainsi, l'Église et ses représentants vont désigner les menaces et les dangers, et, je vous le donne en mille, c'est Satan le responsable de toutes les menaces. Satan accompagné de tous ses agents, c'est lui qui agit partout en même temps, il utilise tous les moyens et tous les camouflages, c'est lui qui fait progresser les Turcs, lui qui inspire les cultes païens d'Amérique, c'est lui qui habite le cœur de tous les hérétiques, c'est lui qui cherche à pervertir les hommes à l'aide des tentations féminines. Jean Delumeau parle alors d'une pastorale de la peur, c'est-à-dire que les sermons des hommes d'église, comme les représentations iconographiques dans les tableaux ou les bâtiments religieux qui multiplient les visions effrayantes de l'enfer, ont vocation à faire peur aux fidèles. L'Église fait peur aux fidèles. Elle le fait, en partie pour les contrôler, et parce que le fidèle doit finalement avoir peur avant tout de lui-même, car il pourrait en fait abriter une part démoniaque. On a donc là une forme d'instrumentalisation de la peur par le pouvoir, celui de l'Église, toujours, et souvent aussi celui de l'État. Jean Delumeau explique toutefois qu'il croit tous les acteurs de cette pastorale de la peur sincère, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes peur de tous les objets d'épouvante qu'ils agitent sans cesse comme des menaces devant leurs fidèles. Alors bien sûr, la réception des thèses de Jean Delumeau n'a pas été qu'enthousiaste. Je pense notamment aux catholiques. Nombreux sont ceux qui ont lu dans les propos de l'auteur une critique de l'Église, c'est sans doute vrai, en tout cas une critique de cette fameuse pastorale de la peur. Mais il faut garder en tête le fait que Jean Delumeau est lui-même un catholique pratiquant et qu'il écrit après le Grand Concile de Vatican II, c'est-à-dire la grande réunion des dirigeants de l'Église, qui met au contraire en avant la figure du Dieu d'amour, protecteur et rassurant. Jean Delumeau critique en fait plutôt certaines pratiques du pouvoir de l'Église à l'époque moderne. D'autres critiques ont été adressées à Delumeau, celles parfois d'une forme d'oubli des caractéristiques de certaines époques historiques. Il n'empêche que le travail de Jean Delumeau n'est pas dépassé dans le sens où sa lecture reste stimulante et suscite de nouvelles interrogations. Dans une interview donnée au moment de la rédaction du Péché et la peur, Jean Delumeau explique que la société parvient à vaincre les peurs les unes après les autres, mais qu'il existe toujours un train des peurs propre à certaines époques. Il évoque la peur du cancer puis du sida pour les années 1980. On pourrait aujourd'hui penser la peur de la pandémie de Covid et proposer des prolongations avec la façon dont les élites utilisent parfois la peur, celle-ci devenant un instrument de contrôle des populations. À ce propos, il mentionne le paroxysme de cet usage par les régimes totalitaires qui ont exacerbé la peur de l'autre et la peur de la répression, afin d'exercer un pouvoir total sur les sociétés. Voilà pour ce tour d'horizon extrêmement rapide et simplificateur du travail de Jean Delumeau, qui ne peut pas lui rendre tout à fait justice. Je rappelle simplement que Jean Delumeau est décédé au début de l'année 2020, à l'âge de 96 ans, non sans avoir écrit de nombreux autres livres, consacrés notamment au christianisme. Merci pour votre attention. Donc voilà, merci pour cette chronique qui était très intéressante. C'est vraiment brillant, c'est complet, il y a plein de... déjà on parle des régimes totalitaires et la peur utilisée par les régimes totalitaires, ça on en parlera, et aussi en démocratie, ça aussi on en parlera, il y a aussi beaucoup de choses là-dessus. Aussi sur cette différence entre angoisse et peur, où l'angoisse, la personne angoissée ne sait pas ce qui lui arrive, ne sait pas quel est le danger, et donc vaut mieux être peureux qu'angoissé, en gros. Et aussi, c'est bien d'avoir mis en avant le travail de Jean Delumeau, qui est très intéressant et que j'aimerais beaucoup lire La peur en Occident. Voilà, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la chronique ? Non, t'as tout dit, c'est vraiment intéressant et
Ouais, mais même si on prépare pas le concours Sciences Po, etc., Oui, je trouve oui. que c'est... Oui, c'est vrai. Enfin, juste pour notre culture, c'est toujours intéressant Oui, de... parce que je rappelle que du coup le concours Sciences Po on l'a pas dit, mais le concours Sciences Po du coup les thèmes qu'on prépare du coup avec Valentine qui vont préparer Sciences Po, il y a la peur et du coup l'alimentation, et là la peur du coup ça rentre carrément dans le truc. Et aussi je voudrais rajouter sur les peurs collectives, ça m'en revient. C'est aussi hyper intéressant de comment par exemple rassurer les populations en trouvant un ennemi, en transformant l'angoisse en peur, en nommant l'ennemi parfois de manière presque aléatoire. Et c'est très intéressant, ce dossier-là est très intéressant en tout cas. Ouais, de toujours chercher un bouc émissaire Ouais, voilà, exactement. à nos conditions. Pour rassurer, alors que finalement, des fois, ça amène à des soucis. On peut le voir par exemple dans, je sais pas si le lien est bon, mais dans chaque fois qu'il y avait une La chasse histoire. aux sorcières. Oui, la chasse aux sorcières, exactement. Le macartisme et tout ça dans les années, après la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, il y a vraiment un lourd dossier là-dessus qu'on utilise d'ailleurs aussi en démocratie. Et on va faire ce lien, cette très bonne connexion entre cette chronique et le débat suivant, c'est-à-dire le lien entre la peur et la politique. Comment c'est utilisé, voilà. Est-ce que vous avez des idées de comment lancer ça Bah, je pense qu'on pourrait revenir un peu sur ce qui a été dit dans la chronique de Madame Sardera, dans le sens où ça a été déjà utilisé la peur, déjà avant d'être utilisé en politique, mais par l'Église, Ouais. pour, entre guillemets, contrôler les sujets, entre guillemets, contrôler la population et avoir la main mise dessus à certains degrés. Oui, c'est clairement un outil. Ouais. Bah oui, Oui. c'est là qu'en fait on trouvait des légendes particulières. C'est ce que Madame Sandra évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est trouver Satan comme cause de tous les malheurs qui pouvaient arriver, toutes les peurs qu'on ressentait. Ça provient premièrement de l'Église parce que ça vient de la Bible, mais surtout on trouve une. Enfin, moi quand je pense à la peur et à la politique, je pense premièrement à la terreur, c'est-à-dire que c'est littéralement la représentation de la peur dans un sujet politique plus que politique parce que c'est une révolution d'un pays et d'une population complète. Mais je vois, mais ça du coup ce serait plus dans. Du coup, tu fais référence à la terreur, la grande terreur de la révolution après la révolution, c'est ça. Et donc ça, je pense, on peut dire que ça fait partie de l'utilisation de la peur dans les régimes autoritaires. Et donc là, on peut compléter, par exemple, moi je pense à la période stalinienne, où les grandes purges et tout ça, où c'était une peur, comment dire, enfin pas obsessionnelle, mais qui restait en fond, qui restait tout le temps, qui était ouais, voilà, structurelle exactement, où ça restait tout le temps et en fait. Personne n'était sauvé en gros. C'était pas systématique, c'était le principe, c'est-à-dire qu'on voulait éliminer une structure, un système, on voulait éliminer une population à ce moment-là, donc c'était le but. Et ça revient aussi plus à l'angoisse de on a peur du gouvernement mais on sait pas quelles conséquences va y avoir. Oui, voilà. C'est une angoisse des conséquences. Oui, finalement qu'on ne connaît pas. C'est des angoisses finalement ça, je sais pas. C'est un peu les deux. Non, parce on sait quelle est la source de la peur à ce moment-là. Oui, mais on sait pas on sait d'où vient la personne qui peut nous faire le danger, mais on sait pas qu'est-ce que va être le danger. Ce qui peut arriver exactement. Oui, voilà, c'est ça. Et donc peut-être on peut le ranger dans les angoisses. C'est Après, insaisissable. Mais ce que dit Jean Delumeau, c'est qu'on peut effectivement séparer les deux, mais qu'en fait il y a une espèce d'interpénétration entre les deux, que la peur peut générer de l'angoisse et inversement. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on avait vu là dans les dossiers Sciences Po, c'est que la peur des fois ça découlait sur l'angoisse et inversement, et que ça, en fait c'était lié et proche quoi. S'alimente. C'est pour ça qu'on relie les deux et qu'on considère que les deux sont interconnectés, c'est-à-dire que l'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un forcément. Oui, mais parce que c'est-à-dire que l'angoisse elle dure soit jusqu'à ce qu'on l'ait guéri entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ait trouvé une source et qu'on réussisse à s'en débarrasser, soit jusqu'à ce qu'on trouve une source précise à cette peur et qu'on s'en débarrasse pas, mais que l'angoisse devienne une peur. Oui, voilà. Oui. Donc en fait, c'est-à-dire que l'angoisse est tirée de la peur ou la devient à un moment ou à un autre. Oui, c'est vraiment, en fait, c'est forcément lié. Il y a toujours un lien qui est créé. Et ouais. Mais du coup, pour continuer dans les régimes totalitaires, je sais pas ce qu'il y a d'autre à rajouter. Je sais pas si vous avez d'autres exemples. Il y a forcément le nazisme, mais ça, à la limite, c'est la base du. Enfin, je sais même pas dans la peur dans le régime nazi chez les cadres du parti nazi. Je sais pas si. Souvent, ce qui était dit par les cadres du régime nazi quand ils étaient capturés ou après la guerre, quand ils se sont fait interroger, c'est souvent qu'en fait, Hitler procédait à un régime de peur, non pas sur les populations en l'occurrence, mais justement sur les cadres et sur tous les soldats, sur toute
toute la population qui l'avait rejoint dans ses idées, parce que c'est par la peur qu'il réussissait à maintenir un système d'ordre et un pouvoir sur les populations et sur ceux qu'il dirigeait. Ça me fait penser à c'est Nicolas Machiavel, son livre Le Prince de Machiavel, où il y avait une critique de Thomas Hobbes Thomas Hobbes, qui disait que selon lui, le prince ne devait pas que gouverner par la peur, parce que si, en fait, dans le gouvernement par la peur, quand les sujets adhèrent en gros à son propos, c'est qu'ils trouvent quelque chose de viable pour eux et de préférable pour eux. Et c'est pour ça qu'immédiatement, assez rapidement dans Le Prince, on voit Machiavel évoquer l'idée que quand on conquiert un pays, il vaut mieux placer un château ou une résidence, un fort quelque part, près de la ville pour pouvoir y résider un moment et pouvoir Je vais t'en sortir. Mon micro part. Ton micro s'en va. C'est bon. C'est bon, ok. Ouais. Je disais, une résidence pour pouvoir être proche du peuple, Ouais. et pouvoir au moins y résider quelque temps pour pouvoir créer un lien de connexion et pas seulement une relation de peur et une relation de distance entre celui qui dirige et le peuple qui est dirigé. À propos du régime nazi, récemment est sorti un livre sur la sexualité, le mariage et l'amour sous le régime nazi. Et il est bien indiqué qu'il y a toute une partie de la population qui, en fait, n'est pas du tout concernée par les peurs qui peuvent s'abattre sur la population juive ou les opposants politiques, et qui, en fait, ne se rendent même pas compte de tout ça et qui bénéficient du régime nazi. Oui, forcément, il y avait une partie qui... C'est pour ça qu'en fait, il y a une grande partie des Allemands, quand ils se sont fait interroger plus tard après la guerre, on se présentait comme étrangers à ce système parce qu'ils n'étaient pas forcément au courant. Mais ça me fait penser à un film sur j'ai oublié comment ça s'appelait. Je crois que c'était BMW. C'était un film sur la marque de voiture à l'époque de l'Allemagne nazie, où en fait c'était un constructeur qui aidait à faire s'enfuir les réfugiés dans des constructions, dans des voitures. Est-ce que vous avez le nom? The Hire, je crois, c'est ça. C'était The Hire. Ok. C'était, je sais pas si c'est ça le nom, mais c'est ça le film. Oui, mais On parle au micro. Je fais toujours ça. Où en gros, c'était des petites voitures, des petites voitures où en gros, ils réussissaient à créer des espaces pour ranger des juifs qui devaient s'enfuir et les faire s'enfuir comme ça dans la voiture, parce que lui, le constructeur, pouvait traverser la frontière sans rencontrer trop d'encombre. Parce que par ailleurs, c'était des cachettes qui étaient quasiment dans le réservoir en fait, parce que c'était impossible à détecter, parce que même si les gars fouillaient les voitures, ils n'allaient pas chercher dans le réservoir. Mais du coup, c'est qu'en fait, il y avait des populations qui agissaient, même si qui étaient au courant et qui agissaient, mais surtout à ce moment-là, le plus scandaleux, c'est-à-dire que on avait la plupart des Allemands qui venaient signaler tous leurs voisins et qui venaient annoncer tous les crimes possibles et même les plus infimes à la SS pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir gagner une sécurité, une assurance, un moyen de s'assurer une vie, parce que la peur était là. Non, mais là, ça dépassait la peur, du coup. Finalement, ils en bénéficiaient. Mais en fait, ils étaient tellement effrayés c'était plus qu'en bénéficier, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement effrayés qu'ils cherchaient à se protéger. En fait, ils sacrifiaient les autres pour sauver leur vie. Oui, on est arrivé à ce point de peur, c'est-à-dire qu'en fait, ils sauvaient leur vie en vendant celle des autres. Oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Bon, j'ai pas d'autres choses à rajouter sur le régime nazi et sur la peur en régime nazi. Et même sur le régime totalitaire, je sais pas si vous avez d'autres choses là-dessus. Enfin, de toute façon, je pense que c'est infini comme Non, débat. après, on parlait de la peur, que la peur ne servait pas que à contrôler les populations. Et en fait, au contraire, parfois, elle peut peut-être même avoir l'effet inverse, dans le sens où si au bout d'un moment, on a trop peur, du coup, on n'a plus rien à perdre et on va commencer à se révolter. Oui, c'est le principe des révolutions. Mais ça génère des révoltes. C'est ce qui s'est passé pour la Révolution française, en fait. La Révolution française et plus récemment en Iran, où ils ou avaient les plus peur des printemps arabes, autorités. Parce qu'il y avait les conséquences, ils n'avaient plus peur des conséquences. Oui, là c'était allé trop loin, où ils gangrénaient la peur, mais à force ils étaient restreints trop dans leur pays, tout était restreint, donc finalement ils se sont révoltés. Et ça fonctionne aussi à chaque fois que vous avez des émeutes de la faim, par exemple. En 2008, les grèves de la faim après la crise de 2008, où je sais plus où c'était, mais je crois que c'était en Afrique subsaharienne,
où ils manifestent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, parce que ils ont clairement tout perdu, il leur reste plus rien. Donc je pense que ça vient de là. Tu voulais parler de la peur dans les démocraties aussi? Ouais, de la peur en démocratie. Du coup, là, de ce que j'avais lu du livre de Corey Robin sur la peur, histoire d'une idée politique, l'utilisation de la peur, par exemple, aux États-Unis, ça c'est très 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 fréquent. Ou par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, pour remettre en cause les acquis du New Deal, la peur du rouge et la peur, du coup, le macartisme, la peur du rouge, la peur du le macartisme, tout ça a été lancé pour justement remettre en cause les acquis de Roosevelt sur le New Deal et du coup cette politique plus interventionniste et du coup ça c'est une utilisation de la peur. Après, on peut le voir dans les partis politiques, par exemple, partis politiques aux élections présidentielles, avec par exemple le parti d'extrême droite Reconquête qui utilise la peur du grand remplacement à des fins politiques. Oui, je vais reparler de la nazisme, c'est-à-dire que c'est relancer la peur sur une population pour pouvoir aider à rejoindre un parti. Oui, oui, en fait c'est ça, c'est pour adhérer à des, c'est pour les faire adhérer à des, ça amène à des, en fait c'est des peurs collectives ça. Ouais. C'est essayer de créer là c'est même plus transformer des angoisses en peur, c'est créer des peurs. Parce que, pour rappel, le grand remplacement, c'est aucune étude scientifique n'est basée. C'est une théorie. C'est une théorie, mais qui n'a aucune étude scientifique derrière. Mais c'est ça dans tous les partis, hein, même à gauche, même si moi je soutiens complètement la protection de l'environnement et tout ça, le parti écologiste utilise la peur du changement climatique à des fins politiques. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que dans l'écologie, souvent, c'est les plus grands mots qui sont prononcés, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin de destruction, c'est-à-dire on est en train de détruire la planète, on va tous mourir, c'est des trucs comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Exactement, qui avait parlé de la planète en disant qu'on était sur un chemin de destruction et qu'on s'autodétruisait. Vous avez noté qu'aujourd'hui on parle d'angoisse climatique. Oui, de l'éco-anxiété et tout ça. Mais c'est pour mettre au courant et essayer de comment dire plus faire agir les gens. Faire agir. Parce que la peur fait agir. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. On a peur du futur, du coup on va essayer d'agir pour améliorer. Comme nous on a peur d'une mauvaise note, du coup on va faire notre devoir pour ça. Très bonne réponse, Valentine. Et mais du coup, on peut parler de ça dans les utilisations de la peur dans les régimes démocratiques. Après, moi je pense aussi encore aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre et après du coup ce qui a suivi, c'est-à-dire le Patriot Act et tout ça, c'est une utilisation de la peur. Finalement, ce qui s'est passé le 11 septembre, ça a créé une peur collective qui a uni tous les États-Unis sur, on n'est peut-être pas d'accord sur qui est républicain, qui est démocrate, ce qu'on pense de quoi que ce soit. Mais par contre, on a peur d'un truc et on est d'accord sur un truc, c'est qu'il faut éliminer cette menace. Et du coup, ils se sont tous unis et George Bush a eu l'administration Bush a eu la main mise sur ça et a pu lancer le Patriot Act et tout ça, qui est un Patriot Act très très controversé puisqu'il a été utilisé en grande partie pour des trafics de drogue et pas vraiment pour le terrorisme. Oui, bien sûr. Non. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la peur peut aussi la peur de l'autre ou d'un danger commun peut pousser les gens à se rassembler autour de cette peur, à s'unir autour de cette peur. Ça crée une union. Et même, par exemple, là, on le voit aujourd'hui avec le développement aux États-Unis des... Comment on appelle ça déjà ? On a vu ça en géographie l'année dernière. C'est les community... Les gated communities. Où là, c'est une envie de se réunir entre personnes qui se ressemblent. C'est de l'entre-soi. Voilà, c'est de l'entre-soi et la peur de l'extérieur. Et ça, du coup, c'est aussi une forme de peur collective qu'on retrouve dans les sociétés démocratiques. Merci pour ce débat très intéressant. Bon, donc là, on est un peu pressé par le temps, donc on va passer aux recommandations culturelles pour clôturer notre émission. Donc, on commence avec Leïla, qui veut absolument parler et qui a plein de trucs à dire. Je voulais commencer les recommandations par recommander un podcast parce que après plusieurs soucis techniques, notre podcast de cinéma préféré a dû s'arrêter en cours de route. Pour des soucis techniques.
Mais il y a quelques-uns des chroniqueurs qui ont repris un podcast ensemble qui s'appelle Réaliser sans trucage, qui est vraiment le même concept que Pardon le cinéma, mais c'est plus Pardon le cinéma. Et avec toujours les mêmes chroniqueurs. Il me semble qu'il y en a un nouveau. Oui, c'est Nicolas. Ok. Effectivement, c'est Nicolas quelque chose. Mais voilà, et pour l'instant, ils ont fait que 2 émissions. Ils ont fait les top et flop de 2022 et une critique sur Avatar avec les attentes pour 2023 au niveau des films. Et je vous recommande beaucoup parce que c'est vraiment super bonne ambiance et ils ont repris sur une très bonne lancée et bon c'est vraiment cool. Ok, moi là je suis un mauvais élève, je regarde vite fait 2-3 trucs, j'avais d'autres choses à dire, mais je vais recommander un livre que je viens de finir il y a 3 jours. Recommander un livre, dans notre podcast, recommander un livre comme ça, c'est un peu ridicule, mais si c'est un homme de Primo Levi, très 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 bon livre. Au début j'étais pas dedans parce que en fait j'ai lu trop de témoignages sur l'Holocauste. Donc au bout d'un moment, en fait ce qu'il racontait, je disais en fait ça fait partie de tous les témoignages. Je me trouvais hyper nul en me disant ça parce que en fait c'est horrible et rendre ça banal c'est horrible. Et finalement il a réussi à m'attraper sur là d'ailleurs tu avais vu Leïla quand j'écrivais dans le bus tout ce que je voulais dire. Et en fait, au début, je le trouvais cynique, dans le sens où en fait, il ne critiquait jamais les Allemands, ni il n'y avait même pas de mots un peu peut-être familiers, quoi que ce soit, même pas familiers, mais juste des manières d'écrire où jamais il remettait en question mais pourquoi ils font ça. Jamais il se posait cette question. Et en fait, dans son appendice, donc c'est ce qu'il a écrit en 1976, c'est en gros un récap des réponses face à des questions récurrentes. On dirait un site vraiment questions récurrentes à la fin. Et du coup, il répondait et on lui disait mais pourquoi vous n'êtes pas aussi énervé, pourquoi vous n'avez pas de haine contre les Allemands, contre la SS, les nazis, parce que c'est horrible ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'était assez intéressant et ça, je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais après 1945, il n'y a plus de tête d'affiche du nazisme. Ils se sont tous, soit ils sont morts, soit ils sont partis en Argentine ou en Amérique latine. Mais il n'y a pas de tête, il y a pas de porte-parole du nazisme. De toute façon, s'il y avait un porte-parole du nazisme, du coup, il serait parti. Mais et en fait, il ne peut pas déballer sa haine contre quoi que ce soit parce que il y a rien. Au début, moi, je pensais qu'il disait je vais pas déballer ma haine parce que je suis pas comme, je veux pas m'abaisser à leur niveau, tout ça. Il y a de ça certes, mais il y a aussi ce truc de en fait après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas d'interlocuteur pour s'attaquer à ça. Et même dans son livre, il présente notre fameuse sonnerie Harry Potter. Il présente très peu de SS. Il y en a un qui croise à la fin et c'est tout. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant sa manière de voir le truc sur sur le rapport avec les SS, etc. Donc je recommande fortement ce livre. Et aussi là dans le thème de la peur, Corey Robin, La peur, histoire d'une idée politique, qui est sorti en 2006. C'est un Américain et c'est très très intéressant. Merci Esteban. Donc toujours très court. Voilà. Donc moi je vais vous parler du programme de la nuit de la lecture. Donc c'est une semaine, ça se fait à l'échelle nationale. Donc normalement c'est du 19 au 26 janvier. Mais le CDI a voulu s'adapter, en tout cas pour le lycée d'altitude, à une semaine de cours normale. Donc on vous invite à aller au CDI du 16 au 20 janvier. Donc il y aura des expositions, mais il y aura également des soirées pour les externes. Il y aura des podcasts, il y aura un programme assez complet. Donc c'est les nuits de la lecture et cette année c'est sur le sujet de la peur. Donc voilà, on vous en parle aujourd'hui. D'où l'émission du coup. C'est ça. D'accord. Madame Serdera, avez-vous des recommandations ? Peut-être une petite en lien avec la peur, donc La rumeur d'Orléans d'Edgar Morin, où il revient sur le fonctionnement il dissèque le fonctionnement d'une rumeur à l'échelle de la ville d'Orléans. Il explique comment toute la ville a été prise de peur par rapport à cette rumeur. Voilà. Et c'est à quelle époque ? C'est au XXe siècle, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 50-60, mais je ne suis plus exactement certaine de la période. Ok, d'accord. Très bien, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à Madame Serdara d'être venue participer. Merci à vous. Voilà. Et à très bientôt dans une prochaine émission. La semaine prochaine, normalement. C'est ça. On teasera ça dans la semaine. Parfait. À bientôt. À la semaine merci. prochaine. Bisous les crabitos. Les crabitos. Merci à tous. Au revoir.